Donc on passe à la thématique suivante avec Chantal Philippe, voilà, du groupe LDC. Donc voilà, intervention d'acteurs du terrain, connectés aux consommateurs avec son collègue, mais alors c'est pas Sébastien Verdier, mais je vous laisserai vous présenter. Ouais. Donc sur la thématique évolution de la consommation de viande par rapport aux produits animaux à l'échelle européenne et mondiale. Voilà, merci. Je vous laisse la parole pour donc 35 minutes, c'est ça 25. Ça va aller. Bonjour à tous. Chantal Philippe, je suis directrice marketing chez LDC. Je devais être accompagnée de monsieur Sébastien Verdier qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, Paul Pérez, qui est responsable data chez LDC, se joint à moi pour le remplacer. Il a travaillé avec moi sur cette présentation. Donc voilà, on va démarrer pour pas perdre de temps puisque j'ai cru comprendre que le timing était serré. L'objectif de cette présentation va être de mettre en perspective l'évolution de la consommation de viande globalement au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. Donc de confronter effectivement les hypothèses à la réalité, de regarder derrière comment s'organise la production, toujours en descendant du mondial vers la France, et de recentrer sur les enjeux filières de la volaille française qui ont été un petit peu déjà introduits tout à l'heure, mais que l'on reprendra spécifiquement. Donc, par rapport à l'évolution de la consommation de viande, le constat au niveau du monde est, on le voit bien là sur le graphe, quand on met en perspective les différentes viandes en compétition, on va retrouver l'agneau, la volaille, le porc et le bœuf et le veau. On voit qu'au niveau mondial, la viande de volaille est numéro 1 et je dirais loin derrière, avec une première inflexion qui s'est opérée, enfin une première rencontre des courbes qui s'est opérée en 2016, puisque en 2016, on voit que le porc s'est fait dépasser par la volaille. Et on voit également une accélération sur la dernière période, puisque là où le porc est plutôt sur une stagnation au niveau mondial, on voit que la viande de volaille continue sa course importante et croissante, et on voit une forme quand même de progression du bœuf au niveau mondial, liée au développement sur les pays émergents. Mais la tendance bœuf et veau est toujours néanmoins au niveau mondial en croissance. Donc, on a quelques chiffres clés sur les évolutions par an. Donc, vous voyez le bœuf et le veau à plus 0,9, la viande de porc à plus 1,2, la volaille qui mène la course en tête avec 2,7% de croissance et la viande d'agneau qui est à 1,6. Donc, les atouts, donc ça, c'est les éléments qui sont communiqués communément par l'OCDE sur pourquoi cette croissance de la volaille par rapport aux autres viandes. Donc, vous connaissez, j'imagine, les arguments. On a le faible coût, le profil nutritionnel et l'impact environnemental qui est aussi favorable à son développement. Maintenant, si on resserre au niveau européen, on n'a pas tout à fait le même mix produit. On voit que la viande de porc reste la première viande consommée sur le marché européen, avec une viande de porc qui a plutôt quand même tendance à stagner, voire à régresser, et une viande de volaille qui progresse. Là, on voit un phénomène un peu différent sur le bœuf, puisqu'on voit le recul du bœuf, et puis loin derrière l'agneau. Et maintenant, si on redescend encore dans cet entonnoir, on voit qu'au niveau français, on a vécu une année 2024 qui a été charnière sur la consommation de viande de volaille,
puisqu'on voit que la viande... de viande de volaille, puisqu'on voit que la viande de volaille a rejoint la courbe de la viande de porc. Donc, on est à peu près, et on est même au-dessus sur la viande de volaille. Si on regarde cette petite ligne en pointillé que vous voyez, qui est la viande de poulet, on voit que le poulet, plus particulièrement, est le contributeur majeur à la croissance de la viande de volaille. Et en parallèle, on voit en revanche que sur le marché français, la viande de bœuf est en perte de croissance, ce qui n'est pas forcément le même constat qu'on avait précédemment. Donc, si on remet un petit peu les choses en perspective, néanmoins, sur la consommation de produits carnés en France depuis 1970, on voit que là où en 1970, on était à peu près à 76 kilos par an par habitant, on a une croissance soutenue jusqu'en 1998 avec 93,6 kilos par an par habitant. Depuis 1998, on était sur une tendance baissière où on a atteint 83 quasiment kilos par habitant. Donc, on est vraiment redescendu en dessous du niveau de 1980. En revanche, sur les dernières années, on observe une croissance par an par habitant de la consommation de viande. Après, est-ce que c'est une tendance long terme? Ça reste à confirmer puisqu'on est sur une période assez courte d'observation. Après, ce qui est intéressant, c'est de constater que là où 53% des consommateurs déclarent avoir réduit leur consommation de viande, il y a une certaine dissonance entre ce qu'ils déclarent, et ça c'est très souvent, moi je suis dans le marketing, c'est très souvent entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils font, c'est souvent très différent. Donc là, on a extrait avec Paul le déclaratif, donc 53% des Français qui indiquent avoir réduit leur consommation. Donc là, vous avez la zone rose. Et quand on regarde dans le détail, finalement, on voit en rouge qu'on a 29% qui pensent diminuer leur consommation de viande au cours des 3 prochaines années. On a en jaune les 23% qui ne comptent pas changer leur consommation de viande au cours des 3 prochaines années. Et puis, on a finalement cette minorité en vert là, qui pense augmenter la consommation de viande. Donc, on voit qu'il y a encore un delta important. Et maintenant, si on pose, c'est un petit peu le débat de tout à l'heure, si on pose les perspectives de consommation et comment, fort du constat d'aujourd'hui, les perspectives sont données sur la consommation de volaille dans le monde, on voit qu'au niveau européen, on est sur une croissance en prospective de 2% pour... c'est bien ça, c'est ça, pour la viande de volaille. Si on regarde maintenant sur les autres parties du monde, on va avoir l'Amérique latine qui est sur une croissance très forte. Je crois que c'est l'Argentine là, qui a une très grosse, qui a une population très consommatrice de viande. Là, on voit 2,8%. L'Amérique du Nord, 1,4%. L'Afrique, bien sûr, qui est encore très loin de nos niveaux de consommation, où là, on voit que l'Afrique, elle va être sur des croissances très fortes, puisqu'on a 4,3, l'Océanie également, et l'Asie également sur des croissances fortes. L'Europe est plutôt en deçà de l'Europe. Donc, si on regarde un peu les chiffres clés là, sur la partie européenne, donc on a la France qui est à 31,8 sur la volaille, comparé à nos voisins européens, où là, l'Irlande, 38, la Pologne, 35,3, le Portugal, 40, l'Espagne, 32. Donc, la France est plutôt en dessous. Après, si on compare maintenant ces chiffres à l'Europe, l'Europe est plutôt aux alentours de 35 en moyenne, quand on prend toute l'Europe. Là, vous ne l'avez pas sur le graphe. La Chine, on est à 10 kilos, donc on est loin des consommations européennes. L'Inde, 1,5 kg. Donc, effectivement, à l'échelon mondial, l'Europe est sur des niveaux très élevés. Et dans les prospections, ces pays moins développés vont sans doute s'orienter vers des consommations demain fortes, plus fortes à minima de ce qu'elles ont aujourd'hui.
Donc les Français, aujourd'hui, c'est 96% des Français qui sont consommateurs de volaille. En France, les atouts portés par la volaille, donc c'est bien sûr, et ça c'est un facteur important, c'est pas de restrictions religieuses. C'est un élément que l'on observe de façon récurrente dans les études consommateurs. Le faible impact carbone, qui est notamment sur des générations plus jeunes, un argument qui commence à émerger, plutôt en signaux faibles sur notre catégorie, mais néanmoins, on voit que la culture carbone sur les jeunes générations, elle est plus forte que sur des générations plus anciennes. La santé, et ça également en signaux faibles, la santé est un facteur très très fort pour inciter à la consommation de volaille. Ça, on le voit de façon très récurrente et là de façon beaucoup plus large au niveau de nos études consommateurs. C'est vraiment une viande qui est qualifiée pour son atout santé et à plus forte raison sur l'atout protéine, qui est de plus en plus décodée et qui est même, je dirais, celle qui est la plus décodée auprès des consommateurs actuellement, plus fortement que la compréhension du Nutri-Score d'ailleurs. L'accessibilité, bien sûr, avec nos enjeux pouvoir d'achat qui, récemment, avec les événements récents, ne vont pas s'améliorer, je pense, qui coche beaucoup d'arguments. Quelques chiffres sur la consommation. Donc, le poulet dans la volaille est largement plébiscité. Donc, je vous ai mis en parallèle, bon, ça, c'est des documents de l'envol, mais on voit 31,7 kg de volaille et en parallèle 25,6 kg de poulet. Donc, le poulet, la hausse de la part de marché, entre guillemets, du poulet dans le mix des viandes de volaille est très important puisqu'on est à 80,7% de poulet, là où la dinde, on va le revoir après, n'est qu'à 10,8% en numéro 2 des volailles consommées. En numéro 3, on va retrouver le canard, la pintade loin derrière et les autres volailles de façon beaucoup plus faible. Donc le poulet pèse très lourd dans la volaille, avec un phénomène sur nos métiers qui est très important, c'est-à-dire que la consommation, elle évolue avec la façon dont les gens vivent, bien sûr. Le hors-domicile prend une part de plus en plus importante dans la consommation, avec, vous le voyez là, là où on partait en 2005 de 92%, on arrive en 2025 à 63% de consommation à domicile et à l'inverse, là où on était à 8% sur la consommation en restauration hors domicile, RHD, on est à date à 37%. Donc il y a un vrai changement de consommation, des vrais changements de comportement sociétaux qui impactent aussi la consommation de volaille. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc si on redescend, on regarde en arrière sur 1998 et aujourd'hui 2025, on voit que la consommation qui hier était massivement orientée, on le voit sur l'entier, puisqu'on était à 52% d'entier en consommation, on tombe aujourd'hui à 14%, un peu plus d'entier. La découpe a le vent en poupe, donc tout type de volaille confondu. Là, poulet. Ouais. Donc, on est à 33%. On était à 33% en 98. On est aujourd'hui à plus de 50% en découpe. Et là, phénomène, et on va le voir après dans le détail, très marqué, c'est l'accélération sur les produits élaborés. Donc là, on est uniquement sur la consommation à domicile. Donc, ça ne tient pas compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des produits élaborés. Mais néanmoins, sur la consommation à domicile, on voit que les produits élaborés, qui étaient hier à 19%, pèsent aujourd'hui 34,4% de la consommation à domicile. Donc, des vrais changements, je vous le disais, sociétaux, à la fois consommation à domicile, mais également des changements sur la façon, bien sûr, de manger, de cuisiner, de se nourrir à la maison, avec de plus en plus la recherche de facilité, d'où le boost des produits élaborés. Donc maintenant, Paul vous a ressorti
le détail sur la consommation à domicile entre les produits frais, bruts, et la volaille élaborée, cuite. On est à peu près en consommation à domicile sur une répartition 75-25. Et sur ces 75% de volaille fraîche, vous avez la décomposition entre poulet entier, découpe de poulet, découpe de dinde, canard, lapin et autres. Donc, on voit que la pièce entière, elle est à 17% sur le global et elle est en légère hausse. Mais ça, c'est très conjoncturel parce que c'est fortement corrélé au label qui était fortement descendu l'année dernière et qui est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Néanmoins, structurellement, si on projette les éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, la pièce entière est plutôt en recul. La découpe poulet est plutôt en stagnation. Là aussi, plutôt lié à des phénomènes conjoncturels. On a traversé, on a parlé tout à l'heure, la grippe aviaire. On a aussi une difficulté à accompagner la demande du marché. C'est ce qui fait remonter un chiffre en stagnation. Et puis la découpe de dinde, bien sûr, qui est très en difficulté dans le contexte de grippe aviaire et qui a aussi la concurrence du poulet qui, en compétitivité relative, est plutôt mis à mal par la demande consommateur. Voilà, je rentre pas dans le détail sur les autres espèces. Le canard a eu aussi ses difficultés. Là également, on est en train de reprendre un peu des positions. Néanmoins, en part relatif, on voit le poids que ça pèse en consommation à domicile par rapport au poulet. Si on regarde maintenant le détail, c'est-à-dire on reprend cette consommation de pièces entières de découpe et qu'on regarde comment se positionnent les signes de qualité, donc celles qui sont sans doute plus favorables à la biodiversité, à l'élevage en plein air, on voit que le poulet entier pèse toujours 59%. Et là, je répète, on est en consommation à domicile. Là, quand on dit consommation à domicile, c'est la grande distribution, c'est les boucheries, charcuteries, c'est les marchés de plein vent, c'est tout sauf la restauration. Donc, on est à 59% de label rouge en pièces entières. Le poulet standard et poulet du quotidien, poulet certifié, toutes les autres formes de cahier des charges, on est à moins 8 et ça pèse 35%. Et à contrario, si on fait le même focus sur la découpe de poulet, on retrouve une découpe de poulet qui est découpe poulet ou aussi poulet, une découpe poulet qui pèse 93%, qui est en croissance à plus 1, avec toutes les autres formes de cahier des charges, que ce soit le bio et le label, qui sont très très faibles en part relative et qui sont plutôt en baisse de demande consommateur. On va faire le même exercice maintenant sur les 25% de produits élaborés. Et là, ce qui est un phénomène assez important aussi sur la filière, c'est que là, on retrouve sur ces 25% toutes les familles qui sont en croissance. C'est-à-dire que quand on parle de poulet, il faut aussi penser au poulet ou à la volaille qui intègre ces familles de produits élaborés. Donc, on va retrouver une famille extrêmement dynamique que sont les panés de volaille, où on va retrouver du poulet et de la dinde majoritairement, avec 53% des produits élaborés qui sont des produits panés, qui sont en forte croissance, sur lequel, là encore, on a parfois de grandes difficultés à accompagner la demande par rapport à la limite minerai et la limite industrielle. On a ensuite tout ce qui est poulet entier déjà rôti et découpe rôti, où là encore, on est sur des croissances très fortes, donc produits servis, facilité, année en année. Même chose maintenant sur les snacks, donc là, c'est tout ce qui est wings, chicken wings, où là, la demande est également forte. On est sur 12%, ça pèse 12% du marché et on est à plus 3%. Et on va retrouver même, on n'a pas mis là les croissances, mais même les autres catégories au niveau de la conso sont en forte croissance. Le poulet fumé, alors le poulet fumé, nous chez LDC, je crois qu'il y a dans les produits élaborés, et même au niveau de la volaille, le rôti cuit, le poulet fumé, c'est les produits historiques en produits élaborés. Même ces produits-là, qui semblent, entre guillemets, un peu vieillots, ces produits-là observent des croissances très fortes. Tout ce qui est produits services, donc qui utilisent notamment du poulet ou de la dinde pour les panés,
sont en forte croissance en termes de consommation. Donc là, on était sur la consommation à domicile avec pièces entières, enfin avec volailles fraîches et volailles élaborées. Donc on a essayé de vous donner aussi une vision sur la restauration en parallèle avec une source qui est le panel CREST, hein, qui est un panel qui nous permet aujourd'hui de faire un état des lieux des prises de viande en restauration. Donc c'est des données qui sont assez récentes. Ce panel, il est assez récent. Et ce qu'on observe, donc Paul a remis les chiffres là en perspective de 2019. On observe que la volaille, depuis 2019, en nombre de prises, est en croissance à plus 13%, là où la viande de bœuf, même si elle régresse, la régression n'est pas non plus catastrophique, puisqu'on est à moins 1,5%, avec l'impact aussi ticket moyen, que le bœuf coûte cher. Néanmoins, comme on consomme peut-être un peu moins de bœuf chez soi, on en consomme plus en restauration parce qu'il y a aussi une perte de savoir-faire, c'est-à-dire on ne sait pas faire. On a peur de rater vu le prix. Hein, quand on fait une côte de bœuf, vu le prix de la côte de bœuf, parfois, si on en mange moins, on préfère à manger au restaurant. Donc l'écroulement n'est pas non plus catastrophique, même si le nombre de prises est en régression. Et on voit qu'en revanche, toutes les autres viandes sont en régression. Donc la volaille a vraiment aussi, là encore, en restauration, le vent en poupe. Donc, voilà pour la consommation. 5 minutes. J'ai plus que 5 minutes, c'est ça. OK. Donc, je vais essayer de mettre le carburateur. Donc, la production. Donc, la production mondiale de volailles a plus de 50% partagée aujourd'hui entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et le Brésil. En noir, c'est le reste du monde. Donc, on voit effectivement que les deux qui caracolent en tête, c'est la Chine et les États-Unis. L'Europe étant la dernière de ce trio, enfin de ces 4 entités qui sont en tête de la production. La France, c'est le deuxième producteur de l'Union européenne derrière la Pologne. On voit également l'Angleterre, enfin de l'Union européenne, donc on exclut l'Angleterre. Et puis les États-Unis, l'Espagne, sur lequel on observe une forte croissance. On le voit là sur l'histogramme. La production de volaille en France, on l'a vu tout à l'heure, je crois, ce slide. En France, elle reste assez diversifiée. Malgré une part poulet qui est de plus en plus importante. Donc, on le voit là assez explicitement. On voit cette partie rouge foncé qui est en forte croissance. On voit la dinde qui est en forte réduction. Et puis derrière, les autres espèces qui sont moins importantes. La France donc, est championne du monde de l'élevage de qualité. On a 14% et on est 14% de volailles label et bio. Premier producteur mondial de volailles labellisées. Donc, ça reste aussi notre point de différenciation au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive. Et on voit néanmoins quand même, ce que je disais tout à l'heure, une reprise de la production de qualité sur 2025. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos éleveurs, puisqu'on est à plus 5 en label et plus 6 aussi sur le bio. Mais ça, c'est très court-termiste parce qu'on a traversé des années compliquées sur ces filières-là. Donc, les enjeux, on va arriver à la conclusion. Les enjeux de la filière, donc on a 3 enjeux majeurs. Donc, il faut qu'on réponde à cette demande croissante puisque c'est un constat et ça anime nos projets. Il faut qu'on travaille effectivement à baisser les niveaux d'importation. C'est une forte demande des consommateurs, à minima dans le déclaratif. On a toujours une grande différence entre les faits et ce que les gens font et ce qu'ils déclarent. Néanmoins, c'est un enjeu et il faut qu'on réussisse à pérenniser nos modèles de production historiques qui sont aussi notre différence et notre compétitivité aussi potentiellement sur nos spécialités à l'export. Le constat aujourd'hui, c'est que là où l'Europe
est autosuffisante aujourd'hui en 2025, puisqu'on est sur un indice 108 en termes d'auto-approvisionnement. La France ne l'est pas, puisqu'on est à 76,6 d'auto-approvisionnement, avec effectivement une courbe de la consommation qui n'a cessé de croître, là où la production n'a pas accompagné cette demande croissante. Donc mécaniquement, progression de l'import, avec un chiffre qui est assez impressionnant, puisque 1990, 10%, et aujourd'hui, on est à 52,4% de poulets importés en France. Les importations, elles sont majoritairement au sein de l'Europe, même si on peut s'interroger sur certains pays, puisque on a aussi de la viande qui est souvent d'origine Brésil et Ukraine, avec des problèmes de traçabilité, qui fait que les 92% pourraient sans doute être challengés. On a une évolution de l'apport par type de poulet qui est très orientée aussi sur les préparations, et c'est là où on a cette zone d'ombre réglementaire. Les filets, c'est-à-dire qu'on importe des filets, c'est là où il y a le plus de valeur. Donc les filets sont de façon de plus en plus importante importés, avec une balance commerciale qui s'avère avec une inflexion là, qui s'est opérée en 2015, où on a plus importé que l'on a exporté en France. Donc la balance commerciale, elle est négative depuis 2016, et ça, c'est à corréler aussi à la demande consommateur. Un petit focus sur la production de dinde qui se contracte fortement au profit du poulet. Donc là, on a un chiffre qui est assez... Alors, vous excuserez la mise en page, on a un petit problème de mise en page, mais on était en 2000 à 2 millions de dindes qui étaient abattues par semaine. On est passé à 650 000. Donc, on a une filière qui est très mise à mal sur la dinde. Donc ça, c'est... voilà. Donc après, les enjeux. Je vais terminer. Je vais essayer de tenir les 5 minutes. Mais j'ai une petite remarque à vous faire à la fin. Donc, pour répondre aux enjeux de la filière, on a plusieurs engagements, et ça, on a eu une grosse communication dans le dossier de presse de l'envol. Donc, j'ai repris, avec Paul, on a repris les éléments. Donc, il faut qu'on investisse 3 milliards d'euros. Il faut qu'on construise 2200 poulaillers d'ici 2035. On doit construire... Puisqu'on doit construire des poulaillers, il faut aussi qu'on construise des abattoirs. Ça représente des investissements à hauteur de 800 millions d'euros. On a 4 couvoirs, 100 millions, 4 couvoirs par an à construire, c'est ça. C'est 100 millions d'euros d'investissement. 105 poulaillers qui vont être aussi dédiés à la repro, puisqu'il va falloir alimenter les couvoirs. Il y a 6 nouveaux sites de fabrication d'aliments à construire. Ça, c'est l'enjeu de l'autonomie, excusez-moi, j'ai un trou du fait d'être autosuffisant sur le marché français. On a des enjeux réglementaires également sur les ICPE, les IED. Il faut qu'on rende, et ça, c'est un enjeu majeur, qu'on rende obligatoire la mention origine, que ce soit sur les produits bruts et les produits élaborés. On avait une dérogation jusqu'à peu, et cette dérogation, elle n'est plus effective sur les origines. Donc ça, c'est un enjeu aussi important, parce qu'il faut informer le consommateur, il faut qu'il puisse être acteur de sa consommation, et pour ça, il faut simplifier la visibilité de l'origine, que ce soit en consommation à domicile ou en consommation hors domicile, où là, on a des restaurateurs qui jouent sur l'origine Europe. Parce que quand c'est Europe, c'est français. Et comme les contrôles sont de plus en plus fréquents, c'est un jeu qui est joué aussi par la restauration. Et puis enfin, il faut qu'on instaure les clauses miroirs dans les contrats de libre-échange, parce qu'on ne peut pas nous imposer des normes sans que les produits importés qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, ne soient pas soumis aux mêmes contraintes. Donc, j'avais juste un petit clin d'œil. On est au mois de mars, donc je ne sais pas si la date elle est fixée par rapport à ça, mais c'est le mois de la volaille française, et je voulais faire un petit... comme j'ai parlé très très vite, et
que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de faire une question-réponse. Je voulais juste savoir, dans cette salle, sur les 4 dernières semaines, qui a mangé du poulet. Voilà. Voilà, donc là, je pense que je suis pas mal. Il n'y a pas de végétarien dans la salle 2. Maintenant, je voudrais faire le même exercice sur les 4 dernières semaines, qui a mangé du canard gras. Ah, canard gras, déjà, un petit peu moins. Ah, canard gras. Paul, je ne sais pas si tu as mangé du... Qui a mangé du canard maigre? C'est pas le même. Spécialité française. Déjà, qui a mangé de la pintade? Oula, ça... Ah, c'est pas mal, hein. Vous êtes mieux que dans certaines assistances. Hein. C'est bien militant. Qui a mangé de la caille? Ah, moi j'en ai mangé. Qui a mangé de la caille? Ah, des amateurs de caille. Qui a mangé du pigeon? Ah, même à Noël, pas de pigeon à Noël. Du chapon? Ah, du chapon, c'est mieux. De la poularde? Ah, certains mangeaient de la poularde. Et du chapon de pintade? Bon, vous avez compris, on a une force en France. Hein, Dylan nous le répète tous les jours, c'est la diversité de nos filières. On est tous acteurs de ça. On est aussi consommateurs et donc ambassadeurs de la volaille française. Donc, je vous invite à diversifier vos assiettes. Et c'est aussi comme ça qu'on défendra la différenciation des filières France, dont on est tous fiers de travailler, pour laquelle on est tous fiers de travailler. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et on voit qu'on a un public de militants. Ah, c'est ça. Quand même. Hein. On doit le constater. On va prendre le temps d'une question. 2 maxi. S'il y a vraiment des questions brûlantes. Oui. Oui. Merci pour votre présentation. J'ai une question. C'est plus une remarque d'ailleurs. Quand on voit le taux d'importation de viande de volaille aujourd'hui à la hauteur de 50%, et cela depuis qui s'accentue d'année en année, et toute la communication qui est faite par l'interprofession française, on voit qu'aujourd'hui, il y a peu de résultats pour infléchir cette importation. Et ma crainte, c'est justement la rapidité, la réactivité. Quand on voit qu'un groupe ukrainien comme MHP aujourd'hui, qui exporte, mais qui vient de reprendre une entreprise espagnole, Uvesa, qui vient de mettre en place une filière en Croatie, qui est présent en Slovénie, qui a un atelier de découpe aux Pays-Bas. Ma crainte est le fait qu'une entreprise comme ça est certainement beaucoup plus réactive que l'interprofession, qui pour aujourd'hui, marque ses objectifs, mais malheureusement, dans les faits, est moins rapide, moins réactif qu'une société privée. Alors, on est en vol. Je vais faire une première réponse, mais qui sera quand même fortement liée à l'entreprise dont je fais partie, qui est le groupe LDC. L'enjeu, c'est le développement de nos marques, et nos marques sont dynamiques parce que les marques du groupe LDC sont des marques 100% origine France. On avait encore 0,01% qui ne l'était pas, mais là, on est vraiment en train de s'orienter sur du 100% France sur nos marques LDC. Donc, nos marques sont des marques dynamiques sur tous les segments que je vous ai présentés, que ce soit sur des marques en restauration ou des marques en GMS. Donc, je pense à Poulet Toc en restauration, par exemple, qui est une marque en très fort développement. Nos marques Halal également. Nos marques Medina, Idéalal, Régalal. Nos marques aujourd'hui qui sont historiques comme Le Gaulois, Maître Coq et Loué. Nos marques sont fortes, on les soutient et il faut travailler la préférence pour la filière France. Cette préférence pour la filière France passe par la compréhension de la différenciation de la filière France par rapport à des produits d'origine non identifiée où voilà, on voit bien dans ce que vous expliquez que qui est l'origine derrière ces produits-là, c'est peut-être un petit peu moins clair. Donc nous, on a un travail à faire sur quelle valeur on donne à nos marques et quelle compréhension le consommateur en a. Donc ça, c'est ce qui nous anime tous les jours.
Et les dynamiques de marque chez LDC sont fortes. On a une marque Le Gaulois qui a passé les 600 millions d'euros. Donc, c'est une marque forte. Les autres marques sont également en fort développement. Donc, c'est aussi ça qui nous prémunit contre l'importation, la compréhension de ce qu'il y a derrière nos marques. Merci beaucoup. Je vous propose une dernière alors. Bonjour, je m'appelle Ludovic Calandro, je suis directeur de recherche à NRAE et je m'intéresse au comportement des animaux. Je voulais juste faire une remarque, parce qu'on peut voir une certaine forme d'antagonisme entre les deux présentations qu'il y a eu ce matin, qui sont en fait très intéressantes. Il faut savoir que les travaux de la recherche, en fait, c'est des travaux qu'on mène pour produire de la connaissance et du questionnement, mais en fait, il ne faut pas les percevoir comme des choses qui sont antagonistes ou en tout cas contre forcément les systèmes d'élevage. Et je comprends qu'elles peuvent paraître hors sol par moment, mais c'est vraiment le principe de la recherche que de produire de la connaissance qui éventuellement questionne. Maintenant, j'avais une petite question par rapport à votre présentation. On entend dans les médias, là pour le coup, je ne suis pas du tout expert du domaine, que l'élevage c'est critiqué, c'est des métiers qui sont aujourd'hui, c'est compliqué d'être éleveur, ça on entend parfaitement et tout, et on sait qu'il y a des problèmes aussi générationnels, en fait, de renouvellement des générations. Est-ce que c'est quelque chose, là, quand on voit la demande à laquelle vous allez devoir essayer de répondre, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez agir et comment vous pouvez agir pour que des jeunes, aujourd'hui, aient envie d'être éleveurs? Alors, ce qui est important pour donner de l'attractivité au métier d'éleveur, c'est de connecter les industries avec leurs partenaires. Parce que nous, sans les éleveurs, on n'est rien, en fait, LDC. Donc, on a cette culture LDC, puisque nous, on a l'actionnariat de LDC est en partie composé d'éleveurs. C'est déjà une bonne première façon de travailler ensemble. Et après, il faut donner de l'attractivité au métier, c'est-à-dire qu'il faut rémunérer les éleveurs. Il faut que ça ait un intérêt économique. Donc, on est engagé sur la revalorisation de nos prix, et vous le savez, ou peut-être pas, mais c'est un combat permanent. Donc, Sébastien Verdier, qui n'est pas là aujourd'hui, est directeur commercial et marketing de chez LDC. Et nous, l'enjeu, c'est de valoriser les produits qu'on commercialise et de passer des hausses pour mieux rémunérer nos partenaires éleveurs. L'attractivité du métier, et aujourd'hui, on a des éleveurs qui sont motivés, on a des jeunes, on a des transmissions qui s'opèrent entre des anciens qui transmettent à leurs filles ou à leurs fils des élevages. Et ce jeu de transmission, il est majeur. Alors, peut-être que Jean-Michel voudra compléter, mais pour moi, l'enjeu, il passe par là. C'est-à-dire, il faut que les éleveurs ils soient bien payés. Il faut qu'on respecte aussi l'évolution en termes sociétal qui puisse, entre guillemets, partir en vacances, c'est-à-dire que les rythmes de travail soient aussi adaptés à eux. Il faut qu'on travaille la fiabilité de l'information qu'on leur donne en termes de prévision. Il faut que le travail en filière soit opérant. Et derrière, il faut qu'on travaille la communication. On parlait des interpros, mais il faut que quand on met un logo volaille française sur un produit, eh bien l'éleveur, comme les gens qui travaillent, en tout cas dans mon entreprise, soient fiers de ce que ça représente et de ce que ça représente à l'extérieur des filières, auprès des consommateurs ou des restaurateurs. La construction de valeur, elle est pour nous comme pour eux, et on travaille main dans la main. Et si on a ce travail d'accompagnement sur la rémunération, eh bien, on donnera de l'attractivité à ce métier, qui est un métier, on le disait tout à l'heure, passionnant, et qui en plus projette effectivement des croissances de demande importantes. Merci beaucoup. Et puis, je vous suggère de continuer à poser des questions pendant la pause.